L'hôtel particulier londonien de la marquise de Claremont accueillit Jonathan Blair dans un silence qui semblait affecté. Le hall en marbre, avec ses hoquets plafonds, ses moulures et ses miroirs au cadre doré, dégageait la dignité froide de la vieille fortune. Quelque part à l'étage, une horloge égrenait les secondes tandis que le majordome, un homme aux cheveux gris et au visage taillé dans la pierre, disparaissait derrière une lourde porte en chêne pour annoncer le visiteur à sa maîtresse. Jonathan se tenait là, serrant dans sa main un dossier de documents, et sentait la colère qu'il avait menée jusqu'ici se mêler lentement à autre chose. De la curiosité, peut-être, ou l'anticipation d'une confrontation. Il avait beaucoup entendu parler d'elle. Lady Cordelia Craven, marquise de Claremont, une veuve enveloppée de rumeurs comme d'un voile. On disait qu'elle avait épousé le vieux marquis pour son titre et sa fortune, qu'elle avait froidement assisté à son déclin dans ses appartements, et qu'après sa mort, elle gérait ses biens avec la dureté d'un usurier. On la disait sans âme, calculatrice, et que derrière son joli visage ne se cachait rien d'autre que la cupidité. Jonathan ne croyait pas aux rumeurs, mais il croyait aux faits. Et les faits étaient les suivants. Son défunt mari, Lord Clermont, était l'un des hommes les plus influents de la Chambre des Lords. Sa voix décidait du sort des lois, et peu avant sa mort, il avait radicalement changé de position sur un projet de loi crucial concernant les droits des travailleurs, celui-là même pour lequel Jonathan et ses alliés se battaient depuis 2 ans. Un changement si soudain, comme si on l'avait retourné comme un gant. 1 mois plus tard, le marquis était mort, et sa veuve avait tout hérité. Le titre, les domaines, les relations, l'influence et le silence. Jonathan était venu pour briser ce silence, pour savoir ce qu'elle savait, ce qu'elle cachait, et pourquoi un homme qui avait soutenu les réformes pendant des décennies avait voté contre elles dans les dernières semaines de sa vie. La porte s'ouvrit sans un bruit. « Madame la marquise vous recevra dans le salon, monsieur Blair », déclara le majordome d'un ton qui semblait accorder une immense faveur. Jonathan hocha la tête et le suivit. Le salon était plus petit qu'il ne s'y attendait, mais non moins impressionnant. Les murs étaient tendus de soie d'une profonde teinte émeraude, qui jouait avec la lumière tombant des hautes fenêtres. Près de la cheminée se trouvaient des fauteuils aux pieds sculptés, recouverts de velours. Sur une petite table, des livres étaient posés, non pas pour la décoration. Leur dos était usé, leurs pages parsemées de signets. L'air embaumait la rose et une autre senteur, lavande peut-être, ou verveine. Un parfum léger, presque insaisissable, qui ne criait pas le luxe mais témoignait du goût. Et au milieu de tout cela, elle se tenait. Lady Cordelia n'était pas assise, comme il convenait à une dame attendant un invité. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la rue, et ne se retourna que lorsque le majordome l'annonça. Sa robe était d'un bleu foncé, presque encre, avec une taille haute et de longues manches qui épousaient en ses bras et se terminaient par des manchettes en dentelle. Aucun bijou, à l'exception d'une fine chaîne avec une pierre à son cou. Ses cheveux, sombres, presque noirs, étaient relevés en un chignon haut dégageant son cou et soulignant les traits fins de son visage. Elle était belle. Jonathan le reconnut immédiatement, bien qu'à contre-cœur, mais sa beauté avait quelque chose de sévère, comme celle d'une statue de marbre dans un musée, parfaite, mais inaccessible. « Monsieur Blair, dit-elle, et sa voix se révéla étonnamment grave, avec une légère rossité. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Elle ne sourit pas, ne fit aucune révérence. Elle désigna simplement un fauteuil d'un geste qui ne contenait ni hospitalité ni impolitesse. Jonathan s'assit, posant le dossier sur ses genoux. « Lady Clermont, commença-t-il, s'efforçant de garder une voix égale, je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. » « Je n'avais aucune raison de refuser, » répondit-elle en s'installant dans le fauteuil d'en face. Ses mouvements étaient fluides, polis par des années d'apprentissage des bonnes manières. « J'avoue cependant que votre lettre m'a surprise. Nous ne nous connaissons pas, monsieur Blair, et pour autant que je sache, nous n'avons aucune affaire en commun. »« Pas encore, »
admit-il. Mais votre défunt mari en avait. Quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose de rapide, comme un éclair derrière les nuages. Mais son visage resta calme. Mon mari est mort il y a 8 mois, dit-elle. Je suppose que si vous aviez des affaires avec lui, il aurait fallu les régler de son vivant. J'ai essayé. Jonathan ouvrit son dossier et en sortit quelques feuilles. Mais Lord Clermont ne recevait plus personne dans les dernières semaines de sa vie, sauf ses plus proches. Il était malade. Je sais. Jonathan la regarda droit dans les yeux. Ils étaient sombres, marrons, avec des étincelles dorées près des pupilles. Des yeux où l'on aurait pu se noyer s'il s'était permis une telle faiblesse. Mais la maladie ne l'empêchait pas de voter à la Chambre des Lords. Par procuration, bien sûr. Elle ne répondit pas. Elle le regardait simplement, attendant la suite. Il y a 2 ans, votre mari a soutenu le projet de loi sur la réglementation du temps de travail dans les usines, poursuivit Jonathan. Il a pris la parole à la Chambre, a convaincu d'autres lords. C'était un geste audacieux, Lady Clermont. Votre mari allait à l'encontre de beaucoup de ses amis, contre les intérêts des propriétaires de manufactures. Il disait que la conscience était plus importante que le profit. Et 1 mois avant sa mort, il a voté contre ce même projet de loi. Jonathan posa les documents sur la table entre eux. Contre. Il ne s'est pas abstenu, il a voté contre. Et sa voix a fait pencher la balance. Le projet a été rejeté avec une majorité de 3 voix. Un silence lourd comme un nuage d'orage s'installa dans la pièce. Cordelia ne regarda pas les papiers. Elle regardait Jonathan. « Êtes-vous venu ici pour accuser un défunt d'incohérence ?» demanda-t-elle enfin. « Ou de quelque chose de plus grave ?»« Je suis venu pour connaître la vérité, » répondit-il. « Un homme qui a défendu ses convictions pendant des années ne les change pas sans raison. Surtout à la veille de sa mort. Quelque chose s'est passé, et vous, Lady Clermont, vous étiez à ses côtés. Vous savez quoi ?» Elle se leva. Le mouvement fut brusque, presque menaçant, et Jonathan se tendit involontairement. Mais elle s'approcha seulement de la cheminée, lui tournant le dos. La flamme projetait des ombres sur son visage, le rendant encore plus sévère. « Mon mari prenait ses décisions lui-même, » dit-elle doucement. « Je ne me mêlais pas de ses affaires politiques. Je ne vous crois pas. » Elle se retourna, et pour la première fois, il vit dans ses yeux autre chose qu'une politesse froide, de la colère ou de la douleur, ou les deux. « Vous n'êtes pas obligé de me croire, monsieur Blair, » prononça-t-elle distinctement. « Mais vous êtes obligé de quitter ma maison si vous ne pouvez pas vous comporter avec le respect qui s'impose. »« Le respect se mérite, » répliqua Jonathan en se levant à son tour. « Et pardonnez-moi, Lady Clermont, mais votre réputation n'inspire pas la confiance. » Il regretta ces mots, à peine les eut-il prononcés. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'il vit quelque chose se briser en elle. Un instant. Pendant un bref instant, son visage perdit son impassibilité marmoréenne, et il y vit une lassitude si profonde, si ancienne, que son cœur se serra. Mais elle se ressaisit aussitôt. « Ma réputation, dit-elle d'une voix égale, est tout ce qu'il me reste, monsieur Blair. Et oui, elle est loin d'être irréprochable. Mais elle est mienne. Je l'ai payée au prix fort. Et je n'ai pas l'intention de me justifier devant vous ou qui que ce soit d'autre. Vous ne nierez donc pas que vous avez épousé Lord Clermont pour le titre ?» La question sonna brutalement. Jonathan le savait, mais il devait briser sa défense, atteindre la vérité. Cordelia eut un petit rire. Bref, sans une once de gaieté. « Pourquoi nier l'évidence ?» répondit-elle. « Oui, je l'ai épousé par calcul. Il m'a offert un titre, une position, la sécurité. Je lui ai offert ma compagnie, des soins, ma loyauté. Nous connaissions tous deux les termes du contrat. Il n'y avait pas d'amour. »« Il n'y avait pas d'amour, » consentit-elle. « Mais il y avait du respect et de la gratitude. Lord Clermont m'a donné une chance quand je n'avais plus rien. Je ne l'ai pas trahi.
Jamais. Dans ce dernier mot résonnait une telle fureur, une telle douleur, que Jonathan se tut. Et il se faisait face dans le salon inondé de lumière du jour, et l'air entre eux vibrait de non-dits. Pourquoi a-t-il changé de position? Demanda Jonathan plus bas. Vous le savez. Cordelia ferma les yeux. Juste une seconde. Et quand elle les rouvrit, il n'y restait ni colère ni douleur, seulement le vide. Il a fait ce qu'il jugeait juste, dit-elle. À ce moment-là, avec les informations qu'il avait. Quelles informations? Cela ne vous regarde pas, monsieur Blair. Cela regarde des centaines de personnes qui travaillent 16 heures par jour. La voix de Jonathan se brisa en un cri. Il fit un pas en avant, et elle ne recula pas. Elle le regardait simplement, levant les yeux vers lui. Elle était plus petite, plus délicate, mais à cet instant, elle semblait plus forte. Des enfants qui meurent dans les usines. Des familles qui... « Je sais !» cria-t-elle en retour, et l'écho de sa voix résonna contre les murs. « Mon Dieu, vous croyez que je l'ignore ?» Le silence s'abattit sur eux comme une avalanche. Jonathan la regardait et pour la première fois se demanda « Et s'il s'était trompé? Et si derrière ce masque froid, il n'y avait pas une croqueuse de titres sans âme, mais quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui souffrait autant que ceux pour qui il se battait. » Cordelia se détourna la première. Elle alla jusqu'à la fenêtre, s'enlaçant les bras comme si elle avait froid. « Partez, monsieur Blair, » dit-elle d'une voix lasse. « Partez avant que je ne regrette de vous avoir laissé entrer. Il aurait dû partir. Il aurait dû tourner les talons et quitter cette maison, cette femme, cette énigme. Mais quelque chose le retenait. Si vous savez quelque chose, dit-il doucement, qui pourrait aider... Je ne suis pas votre ennemi, Lady Clairement. Je veux juste la justice. Elle ne se retourna pas. La justice est un mot étrange, monsieur Blair, dit-elle à la fenêtre, à son reflet, au vide. Parfois, pour l'obtenir, il faut détruire ce que les gens tiennent pour la vérité. Êtes-vous prête à cela? Oui. Alors vous êtes plus courageux que je ne le pensais. Elle se retourna, et dans ses yeux brilla quelque chose qui ressemblait à du respect. Ou plus stupide. Le temps nous le dira. Alors, vous allez m'aider? Je ne promets rien. Cordelia s'approcha de la porte et l'ouvrit en grand. Le majordome se matérialisa dans le hall, comme s'il attendait ce moment. Mais si vous revenez après-demain à 4 heures, j'aurai peut-être une information pour vous. Peut-être. Jonathan prit son dossier, hocha la tête. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous... » « Parce que vous avez raison, » l'interrompit-elle. « Mon mari ne mérite pas qu'on se souvienne de lui comme d'un homme qui a renié ses principes, même si la vérité s'avère pire que le mensonge. » Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, Jonathan comprit qu'il était venu en la considérant comme une ennemie, et qu'il repartait sans savoir qui elle était vraiment, mais en étant certain d'une chose. Il reviendrait. Quand la porte se referma derrière lui, Cordelia resta dans le salon, fixant le fauteuil vide où, 1 minute plus tôt, était assis cet homme obstiné, idéaliste, insupportablement honnête. Jonathan Blair. Elle avait entendu parler de lui. Un jeune politicien, issu de la classe moyenne, qui se frayait un chemin au Parlement par la force de ses convictions et de son éloquence. Un homme qui croyait au changement, à la justice, à la possibilité de rendre le monde meilleur. Un idiot naïf, en un mot. Ou un homme courageux. Elle n'avait pas encore décidé. Cordelia s'approcha du secrétaire, prit une clé et ouvrit le tiroir du bas. Là, sous une pile de lettres et de documents, se trouvait un mince dossier noué d'un ruban noir. Elle ne l'avait pas ouvert depuis 8 mois, n'y avait pas touché, essayant d'oublier son existence même. Mais le moment était venu. Cordelia défit le ruban, ouvrit le dossier. À l'intérieur, il y avait des lettres. Plusieurs lettres, écrites de la main de son défunt mari, avec les caractères tremblants d'un homme à qui il ne restait que quelques semaines à vivre. Et une lettre,
écrite d'une autre main. Une écriture soignée, maîtrisée, froide comme la glace. Une lettre de menace. Cordelia ferma les yeux, serrant le papier dans ses mains. Jonathan Blair voulait la vérité. Très bien, il l'aurait. Mais elle ignorait s'il survivrait à cette vérité. Si elle-même y survivrait en la révélant. Dehors, le crépuscule s'épaississait, peignant Londres de teintes grises et lilas. Au loin, des cloches sonnaient en les vêpres. La ville vivait sa vie, ignorant et ne voulant rien savoir des tempêtes qui se déchaînaient dans les cœurs de ceux qui se cachaient derrière les façades des hôtels particuliers luxueux. Cordelia remit les lettres dans le dossier, le renoua. Après-demain, elle lui dirait. Elle lui dirait tout, et que Dieu les protège tous deux des conséquences de cette vérité. Jonathan ne dormit pas cette nuit-là. Allongé dans son modeste appartement de Bloomsbury, dans la chambre qu'il louait depuis 3 ans, il fixait le plafond où les fissures formaient des motifs étranges. Dehors, Londres se taisait. Le fracas des calèches s'estompait. Les cris des vendeurs de rue se calmaient. Les lumières s'éteignaient aux fenêtres. Seul restait en l'aboiement lointain d'un chien et le bruissement du vent dans les branches nues des platanes. Il pensait à elle, à Lady Cordelia Grosvenor, marquise de Claremont, cette femme à la réputation de reine de glace et aux yeux dans lesquels il avait vu de la douleur. Jonathan se tourna sur le côté, ferma les yeux avec force, essayant de chasser son image. Mais elle le hantait, la robe sombre, la coiffure stricte, la ligne fine de son cou, le regard qui le transperçait. Et sa voix, cette voix grave et rauque quand elle avait crié « Je sais ». Que savait-elle? Et pourquoi cela lui causait-il une telle souffrance? Il se leva, alluma une bougie, sortit ses notes du tiroir de son bureau. Des pages et des pages de recherche sur Lord Clermont, sur sa carrière politique, sur le projet de loi. Jonathan avait étudié tout ce qu'il avait pu trouver. Les discours à la Chambre des Lords, les votes, les apparitions publiques. Lord Clermont était un homme de principe. Conservateur sur la plupart des questions, mais ferme dans sa conviction que l'aristocratie avait une responsabilité envers ceux qui travaillaient pour son bien. Ne pouvons exiger la loyauté de gens à qui nous n'offrons pas une vie digne, avait-il dit dans un de ses discours. Jonathan se souvenait de ces mots par cœur. Il se souvenait à quel point il l'avait inspiré, à quel point il avait cru que le changement était possible. Et puis, tout s'était effondré. Une voix, une seule voix qui avait tout changé. Jonathan fit glisser son doigt sur les lignes de son carnet. Des dates, des faits, des chiffres. Tout cela était important. Mais maintenant, après sa rencontre avec Cordelia, il comprenait. La vérité ne résidait pas dans les chiffres, elle résidait dans ce qui n'avait pas été dit. Dans cette lettre de menace dont il ignorait même l'existence. Dans cette lassitude qu'il avait lue dans ses yeux. Il avait pensé arriver, la démasquer, la forcer à avouer qu'elle avait manipulé son mari mourant pour son propre profit. Il était aussi certain de sa culpabilité qu'il était que le soleil se lèverait demain. Mais maintenant, il n'était plus sûr de rien. Le matin trouva Jonathan au travail. Il enfila son plus bel habit, une redingote marron foncé, un gilet beige, une chemise blanche au col haut et amidonnée. Il noua sa cravate, lissa ses cheveux châtain foncé. Il se regarda dans le miroir et grimaça. Il avait une apparence respectable, mais à côté du faste de l'hôtel particulier, sa modestie semblait presque de la misère. « Peu importe, » se dit-il sévèrement. « Tu n'es pas venu pour faire impression, tu es venu pour la vérité. » Il quitta la maison à 3 heures, bien qu'il restât 1 heure avant le rendez-vous. Il traversa la ville à pied, de Bloomsbury à Mayfair. Londres était bruyante, sale, magnifique. Les marchandes de fleurs criaient leur prix au coin des rues. Les petits touireurs de chaussures lui tentèrent les mains. Les calèches grondaient sur les pavés. Une odeur de fumée de cheminée,
de chevaux, d'humidité fluviale et, étrangement, de pain frais, venant d'une boulangerie de la rue voisine. Jonathan marchait en pensant au contraste. Au fait que dans cette même ville, à quelques kilomètres de là, des gens travaillaient jusqu'à l'épuisement dans les usines, respiraient un air toxique, perdaient leurs doigts dans les machines, et qu'ici, à Mayfair, derrière les hautes grilles des hôtels particuliers, des dames buvaient du thé dans de la porcelaine et s'inquiétaient de la robe à porter pour la réception du soir. L'injustice du monde lui sautait aux yeux. Elle l'avait toujours fait. C'est précisément pour cela qu'il s'était lancé en politique. Il arriva à l'hôtel particulier de la marquise de Clermont à 4h moins 5 exactement. Il s'arrêta devant la grille, rassemblant son courage. Puis il monta résolument les marches et frappa. Le même majordome ouvrit la porte avec le même visage de pierre. « Monsieur Blair, dit-il, comme s'il s'était vu la veille et non l'avant-veille. Madame la marquise vous attend dans le jardin d'hiver. » Le jardin d'hiver. Jonathan ne savait pas qu'il y en avait un dans la maison. Il suivit le majordome à travers le hall, le long d'un long couloir où les murs étaient couvertes de portraits au cadre lourd, des ancêtres probablement, qui le regardaient du haut des siècles passés. Le majordome ouvrit une porte vitrée, et Jonathan s'immobilisa. Le jardin d'hiver était magique. Une extension vitrée du bâtiment principal, entièrement baignée de lumière du jour. Des plantes y poussaient, des fougères en pot, des rosiers, du lierre grimpant, des fleurs exotiques dont Jonathan ignorait les noms. Cela sentait la terre, l'humidité et les fleurs. Une pluie fine tambourinait sur le verre. Elle avait commencé pendant qu'il marchait. Et les gouttes glissaient sur le toit transparent, réfractant la lumière. Et au milieu de tout cela, à une petite table en fer forgé, était assise Cordelia. Elle ne le remarqua pas tout de suite. Elle était absorbée par sa lecture, un livre ouvert devant elle. Elle était penchée sur les pages, le menton appuyé sur sa main. Aujourd'hui, elle portait une robe d'une teinte lit de vin profonde, avec une taille haute soulignée par un large ruban. Les manches étaient hantées longues, mais plus simples que la dernière fois, sans fioritures excessives. Ses cheveux étaient rassemblés moins strictement. Quelques mèches s'étaient échappées et encadraient en son visage de douces ondulations. Elle paraissait plus jeune, plus vivante, presque une femme ordinaire, et non une marquise inaccessible. Jonathan fit involontairement un pas en avant, et elle leva la tête. Un instant, leurs regards se croisèrent, et il vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne vraiment. « Monsieur Blair, » dit-elle en fermant le livre, « la ponctualité est une qualité rare de nos jours. »« J'apprécie le temps des autres, » répondit-il en s'approchant. Elle hocha la tête, désigna le fauteuil d'en face. « Asseyez-vous. Un thé ?» C'était si inattendu, si banal, que Jonathan fut déconcerté. Un thé ? Ils allaient discuter d'intrigues politiques, de chantage, peut-être même d'un crime. Et elle lui proposait du thé, comme s'il était venu pour une visite de courtoisie. « Oui, merci », entendit-il sa propre voix. Cordelia sonna une petite cloche d'argent. Une femme de chambre apparut. Une jeune fille dans une robe grise, impeccable avec un tablier blanc. Cordelia lui dit quelque chose à voix basse, et elle disparut aussi silencieusement qu'elle était apparue. « Vous aimez lire ?» demanda Cordelia en désignant le livre. Jonathan jeta un coup d'œil à la couverture. « Orgueil et préjugés. Austen. » « Oui, » répondit-il honnêtement, « bien qu'il me reste peu de temps pour la littérature. » C'est dommage. Il les passa un doigt sur le dos du livre. Les bons romans nous en apprennent plus sur la nature humaine que n'importe quel traité politique. Peut-être. Jonathan s'assit, posa les mains sur ses genoux.
Mais les traités politiques changent les lois. Les romans ne changent que l'humeur. Elle eut un petit rire. Vous vous trompez, monsieur Blair. Les romans changent les cœurs. Et les cœurs changent le monde. Lentement, imperceptiblement. Mais ils le changent. Il voulut objecter. Mais la femme de chambre revint avec un plateau. Une théière en porcelaine, 2 tasses, un pot à lait, un sucrier, une assiette de biscuits. Cordelia servit le thé elle-même. Ses gestes étaient assurés, habituels. Elle lui tendit une tasse, et leurs doigts se frôlèrent un instant. Jonathan sentit la chaleur de sa peau et fut étrangement troublé. « Vous m'avez promis une information, dit-il en buvant une gorgée de thé. Il était fort, avec un léger arôme de bergamote. Bon, c'est promis, acquiesça Cordelia. Elle ne toucha pas à sa tasse. Elle le regardait simplement, et il y avait dans son regard quelque chose d'évaluateur. Mais d'abord, je veux savoir quelque chose sur vous. Sur moi? Jonathan fronça les sourcils. Cela n'a rien à voir avec... Si, l'interrompit-elle. Je m'apprête à vous confier une information qui pourrait détruire la réputation de personnes influentes. Des gens qui ont le pouvoir, l'argent et les relations. Avant de le faire, je veux savoir qui vous êtes. Et pourquoi ce projet de loi vous tient tant à cœur. Jonathan serra les dents. Il n'aimait pas parler de lui. Il n'aimait pas fouiller dans le passé. Mais elle avait raison. S'il voulait sa confiance, il devait donner quelque chose en retour. « J'ai grandi à Manchester, commença-t-il. Mon père possédait une petite imprimerie. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. J'ai eu la chance d'étudier, de recevoir une éducation. Je suis venu à Londres où il y a 5 ans, je suis entré au service d'un membre du Parlement comme assistant. J'écrivais des discours. J'étudiais les projets de loi. Je gravissais peu à peu les échelons. « Un jeune homme ambitieux ?» remarqua Cordelia. « Oui, admit-il, mais pas pour l'argent ou le pouvoir. J'ai vu comment les gens vivent, Lady Clermont. J'ai vu des enfants travailler dans les usines, des femmes mourir de phtisie dans des caves humides, des hommes se briser le dos pour une misère. Et j'ai compris que si je ne faisais rien, je serais complice de cette injustice. De nobles motifs, il n'y avait aucune moquerie dans sa voix, seulement de la lassitude. Mais le monde ne change pas avec de nobles motifs, monsieur Blair. Il change par la force, l'influence, l'argent. Alors je trouverai cette force, répondit-il obstinément, par tous les moyens. Elle le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Je vous crois, » dit-elle doucement. « Je crois que vous essaierez. » Elle se leva, s'approcha d'un meuble dans un coin du jardin d'hiver. Elle l'ouvrit, en sortit le dossier familier, noué d'un ruban noir. Jonathan le reconnut. C'était le même dossier qu'il avait vu entre ses mains au moment de quitter l'hôtel particulier la dernière fois. Mais il ne l'avait vu que fugitivement, dans son imagination, dans ses suppositions. Cordelia revint à la table, posa le dossier devant elle. Ses mains tremblaient légèrement. « Ce que je vais vous montrer maintenant, dit-elle sans lever les yeux, ne doit pas quitter cette pièce. Pour l'instant, jusqu'à ce que vous soyez prête à l'utiliser. Et quand vous serez prêt, je vous le demande. Soyez prudent. Ces gens sont dangereux. » « Quels gens ?» Au lieu de répondre, elle défit le ruban, ouvrit le dossier. Elle en sortit quelques feuilles de papier et les lui tendit. Jonathan les prit. C'étaient des lettres. La première, écrite d'une main tremblante, avec des taches et des ratures. Il reconnut l'écriture de Lord Clermont. Il avait vu sa signature sur des documents. Quatre saints anciens. Jonathan leva les yeux vers Cordelia. Elle était assise, immobile, regardant de côté la pluie qui tambourinait sur la vitre. « Ils lui ont fait du chantage, » murmura-t-il, « en vous utilisant. »« Oui, mais que pouvait-il révéler? Que cachez-vous » Cordelia resta silencieuse un long moment, si longtemps que Jonathan crut qu'elle ne répondrait pas. Mais ensuite, elle parla, et sa voix était égale, presque sans vie. « Mon vrai nom n'est pas Cordelia Gravin.
Je suis né Cordelia Ashley, ma famille. Elle s'interrompit, déglutie. Ma famille a été ruinée quand j'avais 16 ans. Mon père a perdu toute notre fortune aux cartes, s'est endetté. Les créanciers exigeaient d'être remboursés. Mon père s'est tiré une balle. Ma mère s'était morte 6 mois plus tard de chagrin. Je me suis retrouvé seul, sans un sou, avec la réputation de la fille d'un suicidé et d'un joueur. Jonathan écoutait, retenant son souffle. « J'ai survécu comme j'ai pu », continua-t-elle d'un ton monocorde. « J'ai travaillé comme dame de compagnie pour plusieurs ladies, puis comme gouvernante, puis… » Elle hésita. « Puis j'ai rencontré un homme qui m'a offert une autre vie, un nouveau nom, une nouvelle histoire, une nouvelle réputation, pour un certain prix. » « Quel prix ?»« Peu importe, trancha-t-elle. L'important, c'est que j'ai accepté. Je suis devenue Cordelia Graven, une parente éloignée d'une famille aristocratique appauvrie, avec une généalogie impeccable et une modeste dot. C'est sous ce nom que j'ai rencontré Lord Claremont, qu'il connaissait la vérité. Je lui ai tout raconté. Mais il a été bon avec moi. Il a dit que le passé n'avait pas d'importance. Et quelqu'un a découvert la véritable histoire. Oui, qui? Oui, Cordelia le regarda enfin. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement une froide détermination. Une semaine avant que mon mari ne change son vote, il a reçu ceci. Elle lui tendit la seconde lettre. Jonathan la déplia. L'écriture était soignée, tracée, avec une minutie délibérée. Anonyme. Quote 107. Jonathan posa lentement la lettre sur la table. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Il me protégeait » dit Cordelia, et sa voix trembla enfin. Mourant malade, il essayait encore de me protéger, même si je ne le méritais pas, même si je ne lui ai apporté que la honte et… Arrêtez ! Jonathan ne reconnut pas sa propre voix, si furieuse, si ferme. Arrêtez tout de suite. Elle se tut, le regardant avec des yeux écarquillés. Vous ne lui avez pas apporté la honte, dit Jonathan distinctement. Vous avez été victime de chantage, une victime, Lady Claremont, pas une criminelle. Mais j'ai menti. Vous avez survécu, l'interrompit-il. Dans un monde qui ne laisse aucune chance aux femmes, vous avez fait ce que vous deviez faire. Et votre mari le comprenait. C'est précisément pour cela qu'il vous a protégé. Cordelia se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Jonathan fut déconcerté. Il ne savait pas consoler les femmes en larmes. Il ne l'avait jamais su. Mais quelque chose en lui se serra à la vue de son chagrin, un chagrin vrai, profond, qu'elle avait si longtemps caché derrière un masque froid. Il se leva, contourna la table, s'agenouilla près de son fauteuil. Doucement, comme s'il craignait de l'effaroucher, il toucha sa main. « Lady Claremont, dit-il doucement. Cordelia, vous n'êtes pas seule, je vais vous aider, je vous le promets. » Elle leva vers lui des yeux rouges, humides, sans défense. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi m'aider? Vous me détestiez encore il y a 2 jours. »« Parce que j'avais tort, » répondit-il simplement. « Et parce que maintenant je vois qui vous êtes vraiment. Pas une croqueuse de titres sans âme, mais une femme qui s'était battue pour survivre et qui a survécu. Une femme que son mari aimait et qui mérite la vérité. » Elle le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Alors aidez-moi à trouver celui qui a écrit cette lettre, » dit-elle. « Aidez-moi à prouver que mon mari a été forcé de changer son vote. Et alors peut-être son nom sera lavé, et votre projet de loi aura une seconde chance. » Jonathan serra sa main. « Nous trouverons cet homme, » promit-il. « Je vous le jure. » Dehors, la pluie s'intensifia, tambourinant sur le verre du jardin d'hiver. Mais ici, dans ce refuge de lumière et de verdure, quelque chose de nouveau était né entre eux. Pas encore la confiance, pas l'amitié, mais une alliance fragile, naissante, de 2 personnes unies par un objectif commun. Et en regardant dans les yeux marrons de Cordelia, Jonathan comprit. Sa vie venait de changer, pour toujours.
Les 3 jours suivants, Jonathan les passa dans une activité fébrile. Il commença par examiner attentivement la lettre du maître chanteur, cherchant le moindre indice. Le papier était ordinaire, cher mais pas exclusif. On en vendait dans des dizaines de magasins à travers Londres. L'écriture était soignée, tracée avec une minutie délibérée, comme si l'auteur cherchait à dissimuler son style habituel. L'encre était noire, sans particularité, mais un détail attira son attention. Dans le coin inférieur droit de la feuille, à peine visible, se trouvait une minuscule marque, comme si quelqu'un avait accidentellement touché le papier avec sa plume, laissant une goutte d'encre. Et à côté, sous un certain angle de lumière, on distinguait une faible empreinte, comme si la lettre avait reposé sur un autre document pendant qu'on y écrivait quelque chose. Jonathan apporta la lettre à une de ses connaissances qui travaillait dans l'imprimerie de son père, un homme à la vue perçante et expérimenté dans l'étude des papiers. Celui-ci tourna la feuille, la tint à la lumière, plissa les yeux. « Tu vois ça ?» dit-il en montrant les lignes faibles. Il y avait une sorte de sceau ici, rond, avec un monogramme, on dirait. Mais je n'arrive pas à déchiffrer, l'empreinte est trop faible. Le sceau d'un club ou d'une entreprise? Possible. Ou un sceau privé. Les riches ont souvent des sceaux personnels pour leur correspondance. Jonathan reprit la lettre, remercia son ami et se rendit chez Cordelia. Elle le reçut dans la bibliothèque, une vaste pièce au 2e étage où les murs du sol au plafond étaient couverts de livres reliés en cuir. Une odeur de vieux papier, de poussière et de cire de bougie flottait dans l'air. Les fenêtres donnaient sur une petite cour intérieure où poussaient des buis taillés en forme géométrique. Cordelia était assise à un bureau massif, penchée sur des documents. Elle portait une robe vert foncé, presque émeraude, avec un col haut et des manchettes garnies de dentelle noire. Ses cheveux étaient rassemblés en un simple chignon sur la nuque, sans bijoux. Elle avait de l'air concentré, affairé, et ne ressemblait en rien à la femme accablée de chagrin qu'il avait vue 3 jours plus tôt dans le jardin d'hiver. À son arrivée, elle leva la tête, et une lueur de soulagement passa sur son visage. « Monsieur Blair, » dit-elle en posant sa plume, « je commençais à m'inquiéter. » « Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. » Jonathan s'approcha, posa la lettre sur le bureau devant elle. « J'étudiais ceci, et il me semble que j'ai trouvé quelque chose. » Il lui expliqua l'histoire de l'empreinte du sceau. Cordelia prit la lettre, la tint à la lumière de la fenêtre, plissa les yeux. « Vous avez raison, » dit-elle lentement. « Il y a bien quelque chose ici. Mais quoi? Je pensais que vous pourriez m'aider. » Jonathan s'assit sur le bord du bureau, un geste familier qui le surprit lui-même. Mais Cordelia ne fit aucune remarque. « Votre défunt mari avait-il des ennemis, des gens qui auraient pu lui vouloir du mal ?» Elle réfléchit, passant un doigt sur le bord de la lettre. « Des ennemis, c'est un grand mot. Mais des adversaires, oui. En politique, c'est inévitable. » Elle se leva, arpenta la bibliothèque, les bras croisés. Lord Clermont soutenait les réformes. Il plaidait pour la limitation du temps de travail, pour l'amélioration des conditions de travail. De nombreux propriétaires de manufactures le considéraient comme un traître à sa classe. Donnez-moi des noms. Cordelia s'arrêta près de la fenêtre, regardant la cour. Sir Roderick Phantom, il possède des usines textiles à Manchester et à Birmingham. Un homme riche, influent et totalement dépourvu de scrupules. Il y a aussi Lord Cavendish. Il a investi d'énormes sommes dans les mines de charbon. Le projet de loi sur la sécurité des mineurs lui aurait fait perdre une part considérable de ses bénéfices. Et le vicomte Aldridge? Le vicomte Aldridge? Répéta Jonathan. Ce nom lui était familier. De Cornouailles. Oui. Cordelia se retourna et une lueur vive passa dans ses yeux. Vous le connaissez? J'ai entendu parler de lui. Il dirige la faction conservatrice à la Chambre des Lords. Un opposant farouche à toute réforme.
pas seulement farouche, fanatique. Cordelia retourna à son bureau, s'assit. Mon mari disait qu'Aldridge considérait les réformes comme le début de la fin de la civilisation britannique, que si on donnait un doigt au peuple, il prendrait le bras. Jonathan eut un sourire sans joie. Une rhétorique familière. J'ai rencontré suffisamment de gens comme ça. Ils restèrent silencieux. Quelque part dans la maison, une horloge sonnait. Dans la cour, un moineau chantait. Nous devons en savoir plus sur ces gens, dit enfin Jonathan, sur leurs relations, leurs habitudes, sur qui aurait pu avoir accès à des informations sur votre passé. C'est dangereux, dit Cordelia en le regardant sérieusement. S'ils apprennent que nous enquêtons, ils vous ont déjà menacé. Ça ne peut pas être pire. Si. Sa voix était basse mais ferme. Ils peuvent faire du mal aux gens que j'aime, les rares qui me restent. Jonathan se pencha en avant, captant son regard. Alors nous serons prudents, mais nous n'arrêterons pas. Ces gens n'ont pas le droit de vous manipuler, Lady Clermont. Ils n'ont pas le droit de faire du chantage et de menacer. Et si nous ne les arrêtons pas maintenant, ils continueront. Ils trouveront de nouvelles victimes, de nouvelles façons d'obtenir ce qu'ils veulent. Elle le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Bien, mais je veux participer à l'enquête, pas seulement rester assise ici à attendre que vous découvriez quelque chose. Je veux agir. Jonathan sourit. Pour la première fois depuis des jours, un vrai sourire. Je n'avais pas l'intention de vous écarter, dit-il. D'ailleurs, sans vous, je n'y arriverai pas. Vous connaissez ces gens. Vous fréquentez leur cercle. Vous pouvez aller là où je n'irai jamais. Dans ce cas, Cordelia se leva, redressa les épaules. Commençons par le vicomte Aldridge. Ce soir, il donne une réception dans son hôtel particulier. Un petit comité, une trentaine de personnes. Je suis invité. Et en quoi cela nous aidera-t-il? Cordelia sourit. Pour la première fois, il vit son sourire, un vrai sourire. Pas un masque poli, mais une expression vivante. Il la transfigurait, la rendait plus jeune, plus éclatante. Et vous viendrez avec moi, en tant que mon consultant, ou un parent éloigné. Nous trouverons quelque chose. Aldridge ne refusera pas à la veuve d'un marquis la demande d'amener un invité. Mais Avez-vous un habit de soirée convenable? L'interrompit-elle. Jonathan hésita. Convenable, oui, mais approprié pour une réception aristocratique? Cordelia comprit ses doutes sans qu'il ait besoin de parler. Peu importe. Elle s'approcha d'un meuble, prit une feuille de papier, écrivit rapidement quelque chose. Portez ceci à mon tailleur, l'adresse est en bas. Il prendra vos mesures, et tout sera prêt pour ce soir. Lady Clermont, je ne peux pas vous permettre de... Vous le pouvez, le coupa-t-elle, et vous le ferez. Ce n'est pas de la charité, monsieur Blair. C'est un investissement dans notre cause commune. Vous ne pourrez pas poser les bonnes questions si vous avez l'air... Eh bien... Elle le toisa du regard, et un sourire naquit au coin de ses lèvres. Pas tout à fait à votre place. Jonathan voulut protester. Sa fierté exigeait qu'il refuse. Mais le bon sens l'emporta. Elle avait raison. S'il voulait pénétrer ce monde, il devait en avoir l'apparence. Bien, accepta-t-il. Mais cela prendra... Revenez ici à 7 heures. La réception commence à 8, mais nous devons discuter des détails. Cordelia lui tendit la note. Et, monsieur Blair, oui, merci, de ne pas avoir abandonné. Leurs doigts communs se frôlèrent à nouveau quand il prit le papier. Et de nouveau, Jonathan sentit cette étrange chaleur se diffuser depuis le point de contact. Il hocha la tête, ne sachant que dire, et se hâta de partir avant de faire quelque chose de stupide. Comme avouer que depuis quelques jours, elle occupait ses pensées bien plus qu'elle n'aurait dû. Le tailleur était un homme petit et maigre, au regard vif et aux mains agiles. Il prit la note de Cordelia, la lut et se mit immédiatement au travail, sans poser de questions superflues. Il prit les mesures, secoua la tête.
marmonna quelque chose pour lui-même. Puis il disparut dans l'arrière-boutique et revint avec plusieurs rouleaux de tissu. « Frac noir, gilet blanc, pantalon noir », annonça-t-il. « Chemise à collate, cravate blanche, tout sera prêt à 6 heures. » Mais c'est, Madame la Marquise en a disposé ainsi, le tailleur haussa les épaules. Et quand elle donne un ordre, je ne discute pas. J'ai des patrons à votre taille, il suffit d'ajuster. Rien de compliqué. Jonathan capitula. Il passa le reste de la journée à étudier tout ce qu'il pouvait trouver sur le vicomte Aldridge. L'homme était influent, riche et prudent. Pas de scandale dans son passé. Une réputation impeccable. Une famille ancienne remontant à l'époque d'Henry VIII. Tout était correct, tout était irréprochable. Trop irréprochable, pensa Jonathan. Tout le monde a des squelettes dans son placard. Il suffit de savoir où chercher. À 6 heures, il retourna chez le tailleur, reçut le costume et se reconnut à peine dans le miroir. Le frac noir lui allait parfaitement, soulignant ses épaules et affinant sa silhouette. Le gilet blanc contrastait avec le tissu sombre. La cravate était impeccablement nouée. Il avait l'air d'un gentleman, un vrai gentleman, pas un imposteur de la classe moyenne. L'habit fait le moine, se souvint-il du vieux proverbe. Et il sourit. Il y avait peut-être une part de vérité là-dedans, à cette heure. Il était déjà devant la porte de l'hôtel particulier de Cordelia. Le majordome le laissa entrer sans expression, bien que Jonathan aurait juré avoir vu une lueur d'approbation dans les yeux du vieil homme. « Bapatitam, Madame la marquise vous attend dans le petit salon, dit-il. Le petit salon s'avéra être une pièce confortable, aux murs crème et aux fauteuils moelleux. Des bûches crépitaient dans la cheminée, projetant une lumière dorée. Et près de la fenêtre, regardant le Londres du soir, se tenait Cordelia. Jonathan s'arrêta sur le seuil. Elle portait une robe de soirée, grise argentée, chatoyante à la lumière de la cheminée. Le tissu épousait sa silhouette jusqu'aux hanches, d'où il tombait en plis souples. Les manches étaient courtes, découvrant ses bras et ses épaules. À son cou, un rang de perles, chaque perle de la taille d'un petit pois. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, avec quelques boucles descendant sur son cou. Elle était divine. Il n'y avait pas d'autre mot. Cordelia se retourna, et leurs regards se croisèrent. Il vit ses yeux s'écarquiller. La vit le parcourir du regard de la tête aux pieds. « Monsieur Blair, dit-elle, et sa voix était empreinte de surprise. Vous avez l'air différent, suggéra-t-il avec un sourire en coin. Magnifique, termina-t-elle. Et elle rougit. Très légèrement, mais il le remarqua, c'est-à-dire tout à fait convenable, digne d'une réception. Jonathan entra dans la pièce. Vous aussi, vous avez l'air. Il hésita. Comment dire à une femme qu'elle est magnifique sans franchir les limites de la bienséance? Très élégante. Un silence gêné s'installa, puis ils sourirent tous les deux. Nous sommes tous les deux nuls en compliments, remarqua Cordelia. D'accord. Jonathan s'approcha. Peut-être devrions-nous passer aux choses sérieuses? Allons-y. Elle s'assit dans un fauteuil, lui en désigna un autre. Alors, le vicomte Aldridge. Il a 58 ans, veuf, 2 enfants adultes. Son fils sert dans l'armée, sa fille était mariée à un baron. Le vicomte lui-même est dévoué à la politique et, comme je l'ai déjà dit, catégoriquement opposé à toute réforme. Le mobile est là. Oui, mais pas de preuves. Cordelia croisa les doigts sur ses genoux. Ce soir, nous devons être prudents, observer, écouter, mais ne pas poser de questions directes. Aldridge est intelligent. S'il sent que nous soupçonnons quelque chose, je comprends. Jonathan se pencha en avant. Et les autres invités? Qui d'autre sera là? Le cercle habituel. Des lords, des ladies, quelques membres du Parlement. Peut-être quelques industriels. Aldridge aime réunir les hommes d'affaires et les aristocrates. Il dit que c'est l'avenir de la Grande-Bretagne.
Un avenir où les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. C'est exactement ainsi qu'il voit la prospérité du pays. Une pointe d'amertume perçait dans la voix de Cordelia. Mon mari a essayé de le convaincre que c'était la voie de la catastrophe, que tôt ou tard, le peuple se soulèverait, comme en France. Mais Aldridge ne faisait que rire. Il disait que les Anglais étaient trop dociles pour une révolution. Il se trompe. Jonathan serra les poings. Les gens tolèrent jusqu'à une certaine limite. Et puis, Cordelia posa sa main sur la sienne. Un contact léger, presque impondérable. Mais il l'arrêta, le ramena à la réalité. « Je sais, dit-elle doucement. Je suis de votre côté, monsieur Blair. Souvenez-vous-en. Quoi qu'il arrive ce soir, leurs visages étaient proches, trop proches. Jonathan sentait le parfum de ses parfums, léger, floral, avec des notes de jasmin. Il voyait les étincelles dorées dans ses yeux marrons, une petite tache de rousseur sur son nez, qu'elle devait essayer de cacher avec de la poudre. Il aurait dû s'éloigner. Il aurait dû se souvenir de qui elle était et de qui il était. La veuve d'un marquis et un homme issu de la classe moyenne. Un abîme infranchissable les séparait. Mais à cette seconde, il se fichait des abîmes. « Cordelia », murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres semblait interdit. Doux. Elle tressaillit, s'éloigna, se leva, se détournant. « Il est temps de partir, » dit-elle, et sa voix était égale, froide. La calèche attend. Le moment était rompu. Jonathan se leva, se sentant comme un idiot. « Bien sûr, » marmonna-t-il. « Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû... » « Ce n'est rien. » L'interrompit-elle sans le regarder. Simplement, « Tenons-nous-en au plan. D'accord. D'accord. » Ils sortirent de l'hôtel particulier, dans la froide soirée de novembre. La calèche attendait en effet, un élégant carrosse avec un blason sur la portière et un cocher en livrée sur le siège. Jonathan aida Cordelia à monter, s'assit en face. La calèche s'ébranla, se balançant sur les pavés. Dehors, Londres était baignée par la lumière des becs de gaz se reflétant dans les flaques d'eau après la pluie de la journée. Les gens se pressaient, des messieurs en hausse de forme, des dames avec des ombrelles, des marchands fermant leurs boutiques. Cordelia regardait par la fenêtre, son profil aussi strict que sur un camée antique. « Lady Clermont, » commença Jonathan. « Ce soir, » l'interrompit-elle, toujours sans le regarder, « vous devez m'appeler Cordelia. C'est plus naturel si nous jouons les parents éloignés. » Cordelia, répéta-t-il docilement. Je voulais m'excuser. Ce n'est pas la peine. Elle le regarda alors, et dans ses yeux, il ne vit ni colère, ni gêne. De la lassitude, une lassitude profonde, épuisante. Ne vous excusez pas. Simplement, concentrons-nous sur notre mission, sur la raison de notre venue. Et tout le reste attendra. Jonathan hocha la tête, bien qu'une douleur lui serrait la poitrine. Tout le reste. Ce non-dit, ce dangereux, tout le reste, qui flottait entre eux depuis le moment où il avait vu la douleur dans ses yeux, qui grandissait à chaque rencontre, à chaque regard, à chaque contact fortuit. Il ne pouvait pas se le permettre. Elle non plus. Mais que faire quand le cœur refusait d'écouter les arguments de la raison? La calèche s'arrêta devant les hautes grilles de l'hôtel particulier du vicomte Aldridge. Un valet en livrée ouvrit la portière. Jonathan sortit le premier et tendit la main à Cordelia. Elle la prit, descendit gracieusement sur le pavé, et tandis qu'ils montaient les marches vers les portes illuminées de l'hôtel particulier, leurs mains restèrent jointes un peu plus longtemps que nécessaire. Un petit acte de rébellion contre ce que les règles leur dictaient, contre l'abîme qui les séparait. Un faible espoir que peut-être cet abîme n'était pas aussi infranchissable qu'il y paraissait. L'hôtel particulier du vicomte Aldridge les accueillit dans un flot de lumière et de bruit. Un immense lustre dans le hall, une véritable merveille de cristal et de dorure, projetait des milliers de reflets sur le sol en marbre et les hauts miroirs aux cadres sculptés. Les valets allaient et venaient,
prenant les manteaux des invités, les conduisant dans les salons. De la musique s'élevait, un quatuor à cordes jouait quelque part au fond de la maison, une mélodie légère et aérienne de Mozart. Une odeur de parfum coûteux, de cire de bougie et de quelque chose de délicieux. Sans doute de la salle à manger où le dîner était servi, flottait dans l'air. Jonathan se sentait étranger, malgré son costume impeccable, malgré la main de Cordelia posée sur son bras. Ces gens, leur rire, leur conversation désinvolte, leur certitude que le monde avait été créé pour leur plaisir. Tout cela lui était aussi lointain que les étoiles dans le ciel. Mais il redressa les épaules et s'avança. Il n'était pas venu ici pour admirer leur monde. Il était venu pour détruire leurs secrets. Lady Clairement, retentit une voix, et du fond du hall, un homme grand aux tempes grisonnantes et aux yeux gris perçants s'avança vers eux. Le vicomte Aldridge en personne. Il portait un habit de soirée impeccable, un ruban d'ordre sur la poitrine. Son visage, il était agréable, engageant, avec des rides de rire au coin des yeux. L'image parfaite du bon aristocrate. Si seulement Jonathan n'avait pas su que cet homme était peut-être derrière le chantage d'un mourant. Vicomte Aldridge, Cordelia lui tendit la main et il lui baisa galamment les doigts. « Merci pour votre invitation. Permettez-moi de vous présenter mon cousin éloigné, Monsieur Jonathan Blair. Il est venu de Manchester pour passer quelques semaines à Londres. » Aldridge se tourna vers Jonathan, le toisant d'un regard évaluateur. Sa poignée de main était ferme, autoritaire. « Monsieur Blair, ravi de faire votre connaissance. De Manchester, dites-vous ? Pour affaires, je suppose ? En partie, répondit Jonathan, gardant une voix égale. Mais surtout pour revoir ma famille et mieux connaître Londres. Excellent, excellent. Aldridge sourit. J'espère que notre capitale ne vous décevra pas. Je vous en prie, faites comme chez vous. Il leur fit signe d'entrer dans le salon, d'où provenaient des voix. Cordelia hocha la tête, et ils s'y dirigèrent, laissant leur hôte accueillir d'autres invités. Le salon était spacieux, avec de hauts sans plafond et des fenêtres drapées de lourd velours bordeaux. Le long des murs se trouvaient des canapés et des fauteuils recouverts de damas. Sur les tables, des vases de fleurs, des chandeliers, des statuettes en ivoire. Une trentaine de personnes étaient déjà rassemblées. Des hommes en frac noir, des dames en robes de soirée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Jonathan remarqua quelques visages familiers, des membres du Parlement qu'il avait croisés dans le cadre de son travail. Ils lui firent un léger signe de tête surpris, mais ne s'approchèrent d'un pas. Il était un étranger ici, et il le comprenait parfaitement. Là-bas, près de la cheminée, murmura Cordelia, se penchant si près de lui qu'il sentit la chaleur de son souffle. C'est Sir Roderick Phantom, le propriétaire des usines textiles. Jonathan regarda dans la direction indiquée. Phantom était un homme trapu d'une cinquantaine d'années, au visage rond et rouge et aux favoris. Il riait bruyamment, tapant sur l'épaule d'un gentleman mince à ses côtés. Des bagues massives en or brillaient à sa main, affichant sa richesse avec une vulgarité délibérée. « Et qui est à côté de lui ?» demanda Jonathan. « Lord Cavendish, le propriétaire des mines de charbon dont je vous ai parlé. » Cavendish était tout le contraire de Phantom, grand, élégant, avec un visage pâle et des lèvres fines. Il écoutait Phantom avec une expression d'intérêt poli, mais Jonathan remarqua que ses doigts tapaient nerveusement sur son verre de champagne. « Ils sont tous les deux ici, » marmonna Jonathan. « Ce ne peut être une coïncidence. » Aldridge les réunit souvent. Cordelia prit un verre d'un valet qui passait, affichant une sérénité parfaite. Ils sont le noyau de sa faction. Ensemble, ils bloquent toute tentative de réforme. Alors il faut leur parler. « Prudence !» l'avertit-elle. « N'insistez pas trop. » Jonathan hocha la tête. Ils se séparèrent. Cordelia se dirigea vers un groupe de dames près de la fenêtre, tandis qu'ils s'approchaient lentement de la cheminée où se tenaient Phantom et Cavendish. « Une idée absurde, je vous le dis.
grommelait Fantôme. Limitez la journée de travail à 10 heures. Mes usines feront faillite. Comment paierai-je les ouvriers s'ils produisent en 2 fois moins? Peut-être faudrait-il augmenter l'efficacité, remarqua quelqu'un dans le cercle d'auditeurs. De nouveaux équipements, une meilleure organisation. Sottise, trancha Fantôme. La meilleure organisation, c'est quand les gens travaillent en autant que nécessaire. Pas autant que le souhaitent quelques rêveurs au Parlement. Jonathan serra les dents, mais garda le silence. Il s'approcha, prit un verre d'un valet. « Messieurs, dit-il, et quelques visages se tournèrent vers lui. Pardonnez mon intrusion. Monsieur Jonathan Blair, un parent éloigné de Lady Clermont. » Fantôme le toisa d'un regard où se lisait un léger mépris. « Ah oui, j'ai entendu dire que la marquise avait amené quelqu'un. De la province, il me semble. »« De Manchester, » confirma Jonathan. « D'ailleurs, je ne peux m'empêcher de remarquer que nous sommes compatriotes, Sir Roderick. » Fantôme eut un grognement. Compatriote, amusant. Bien que je suppose que nous ne fréquentons pas les mêmes cercles, monsieur Blair. L'humiliation était subtile, mais évidente. Jonathan sourit. Sans aucun doute. Je n'ai pas l'honneur de posséder des usines. Bien que j'ai entendu parler des vôtres. Très impressionnantes, dit-on, surtout en termes de volume de production. Les plus grandes du nord de l'Angleterre. Fantôme se rengorgea, flatté. 1200 ouvriers, dans 3 usines. Nos tissus sont exportés dans toute l'Europe. Admirable. Jonathan but une gorgée de champagne. Et comment gérez-vous les récentes discussions au Parlement concernant les conditions de travail? Le visage de Fantôme s'assombrit. Des discussions, renifla-t-il. Le bavardage d'idéalistes qui n'ont jamais travaillé un seul jour dans une véritable production. Ils s'imaginent qu'on peut simplement rendre les ouvriers heureux et que tout ira bien. Ils ne comprennent pas l'essentiel. La concurrence est féroce. Si j'augmente mes prix pour payer plus ou réduire les heures, des producteurs moins chers me dévoreront. Mais si la loi s'appliquait à tous de la même manière, la loi. Fantôme fit un geste de la main. Les lois sont écrites par des gens qui ne comprennent pas la réalité. Heureusement, certains ont réussi à arrêter ça. Arrêter? Jonathan pencha la tête, feignant la curiosité. Ce stupide projet de loi a échoué, vous n'avez pas entendu. Fantôme eut un sourire suffisant. Quelques voix clés ont changé au dernier moment. Y compris celle du défunt Lord Clermont, d'ailleurs. Votre parente doit connaître les détails. Il y avait quelque chose de désagréable dans son ton. Une insinuation. Jonathan sentit le sang lui monter au visage. Lady Clermont ne se mêlait pas des affaires sur la politique de son mari, dit-il froidement. Oh, bien sûr, ricana Fantôme. C'est juste une coïncidence étonnante que le vieil homme ait changé d'avis juste au moment où, où certaines circonstances ont été révélées. Quelles circonstances? Jonathan s'approcha, et le sourire disparut du visage de Fantôme. Je ne suis pas un bavard, monsieur, marmonna-t-il. Je ne fais que constater les faits. Des faits ou des conjectures. Un silence tendu s'installa. Cavendish toussa, reculant. Messieurs, intervint-il d'une voix fluette, peut-être devrions-nous changer de sujet? Nous sommes ici pour profiter de la soirée, pas pour nous quereller. Jonathan desserra les poings. Il était allé trop loin. Cordelia avait raison, il ne fallait pas insister. Mais les mots de Fantôme l'avaient en touché au vif. « Bien sûr, » dit-il en hochant la tête. « Je vous prie de m'excuser. Il semble que le champagne m'ait monté à la tête. » Il s'éloigna, sentant les regards se mocher sur lui. Malédiction, il avait tout gâché. Cordelia le retrouva près d'une fenêtre, où il se tenait, regardant le jardin sombre derrière la vitre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. Fantôme, Jonathan serra les dents. Il a fait des allusions à votre sujet. Il a dit que votre mari avait changé d'avis à cause de 57. Il sait. Ou il se doute de quelque chose. Cordelia pâlit, mais son visage resta calme. C'est possible. Mais cela ne prouve rien. Cordelia, venez.
Elle le prit par le bras. « Nous devons inspecter le bureau d'Aldridge. » Jonathan cligna des yeux. « Quoi? Comment? Tout le monde est occupé pour l'instant. » Le dîner sera bientôt servi, et tout le monde passera dans la salle à manger. Nous aurons quelques minutes. Elle le regarda sérieusement. Si Aldridge est impliqué, les preuves pourraient se trouver dans ses papiers. C'est de la folie, c'est notre seule chance. Il voulut protester, il voulut dire que c'était trop dangereux, que sa réputation était déjà en jeu, mais il vit dans ses yeux une telle détermination qu'il comprit. Elle le ferait, avec ou sans lui. « D'accord, » accepta-t-il, « mais j'irai. Vous restez ici et vous faites diversion. » « Non. » Cordelia secoua la tête. « Je sais où se trouve le bureau. J'y suis allé avec mon mari. Et vous aurez l'air suspect si vous commencez à errer dans la maison d'un autre. » Elle avait raison. Malédiction. « Alors je viens avec vous. » Jonathan, ne discutez pas. Si nous le faisons ensemble. Ils se regardèrent. Et à cette seconde, il n'y avait plus de titre, plus de différence de classe entre eux. Juste deux personnes prêtes à tout risquer pour la vérité. « Ensemble », répéta Cordelia en écho. Et ils attendirent le moment où le majordome annonça que le dîner était servi. Les invités se dirigèrent vers la salle à manger, lentement, en discutant et en riant. Aldridge menait la procession, offrant son bras à une comtesse âgée. Cordelia et Jonathan restèrent en arrière. Elle fit semblant d'ajuster son châle, lui de finir son champagne. Lorsque les derniers invités disparurent dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, ils se glissèrent dans la direction opposée, vers l'escalier menant au deuxième étage. Le cœur de Jonathan battait à tout rompre. Ils montaient les marches de marbre, essayant de ne pas faire de bruit avec leurs talons. Un long couloir avec des tableaux, des scènes de chasse, des paysages, des portraits d'ancêtres. « C'est ici, » murmura Cordelia, en montrant une porte au bout du couloir. Ils s'approchèrent. Jonathan essaya la poignée. Verrouillée. « Zut! Attendez !» Cordelia sortit une épingle de sa coiffure et s'agenouilla devant la serrure. « Vous savez crocheter les serrures ?» s'étonna Jonathan. « J'ai grandi sans un sou, vous vous souvenez. » Elle ne le regardait pas, s'affairant avec l'épingle. J'ai dû apprendre beaucoup de choses. Un déclic. La porte s'ouvrit. Ils se glissèrent à l'intérieur, refermèrent derrière eux. Le bureau était plongé dans la pénombre. Seule la lumière de la lune filtrait à travers les fentes des lourds rideaux. Jonathan alluma une bougie sur le bureau et la pièce s'anima. Un bureau massif, des étagères de livres, des fauteuils en cuir sombre. Une odeur de tabac et de vieux papiers flottait dans l'air. « Vite !» murmura Cordelia. « Nous avons peu de temps. » Ils se mirent au travail. Jonathan fouilla le bureau, les tiroirs, les dossiers, les piles de correspondance. Cordelia examinait les étagères, cherchant d'éventuelles cachettes. Les minutes s'étiraient. La sueur perla sur le front de Jonathan. Rien. Des factures, des lettres d'affaires, des invitations à des réceptions. Rien qui n'indiquait un chantage. « Jonathan !» appela Cordelia, et sa voix était triomphante. Il se retourna. Elle se tenait près d'une armoire, tenant une petite boîte en acajou. Elle était cachée derrière un volume de loi. Cordelia ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres nouées d'un ruban. Jonathan s'approcha, prit la lettre du dessus, la déplia et se figea. C'était une copie de la même lettre, celle qui avait été envoyée à Lord Clermont, la même écriture, la même menace. Seulement, elle était adressée à une autre personne, Sir Philip Hatcher, un membre du Parlement. « Il y en avait plusieurs », murmura Jonathan en parcourant les lettres. « Il ne faisait pas chanter que votre mari. Il faisait chanter tous ceux qui pouvaient voter pour le projet de loi. »« Aldridge » déglutit Cordelia. C'était Aldridge. Ou quelqu'un qui travaille pour lui. Des voix s'élevèrent d'en bas. Des rires.
Quelqu'un montait l'escalier. Il faut partir. Jonathan remit les lettres dans la boîte, la referma, la reposa à sa place. Ils se précipitèrent vers la porte. Cordelia éteignit la bougie. Le couloir était vide, mais les voix se rapprochaient. « Par ici !» Cordelia le tira par le bras et ils se réfugièrent dans la pièce voisine. Une chambre d'amis, apparemment. La porte se referma derrière eux au moment même où deux hommes passaient dans le couloir. Jonathan reconnut la voix d'Aldridge et celle d'un autre. « Ce Blair pose trop de questions », disait l'inconnu. Fantôme dit qu'il a posé des questions sur Clermont. « Blair n'est personne », répondit Aldridge calmement. « Un parent de province de la veuve. Il est peu probable qu'il sache quelque chose d'important. Et s'il sait, alors, il faudra prendre des mesures. » Une lueur d'acier passa dans la voix d'Aldridge. « Je ne laisserai pas un parvenu détruire ce sur quoi nous travaillons depuis des années. » Les voix s'éloignèrent. La porte du bureau se referma avec un déclic. Jonathan et Cordelia se tenaient dans l'obscurité de la chambre d'amis, retenant leur souffle. Leur visage était encore proche, si proche qu'ils sentaient la chaleur de sa peau, voyaient ses cils trembler. « Il sait », murmura Cordelia. « Il se doute de quelque chose. Alors nous devons agir vite. » Jonathan serra ses mains. « Dès demain, j'irai voir mes contacts au Parlement. Je leur parlerai des lettres. Je demanderai une enquête. Il nous tuera. » Elle le regardait, avec des yeux écarquillés. « Vous avez entendu. Il est prêt à tout. Il ne nous tuera pas. Nous serons prudents. » Jonathan, sa voix trembla. « Peut-être devrions-nous arrêter. Oublier tout ça, partir avant qu'il ne soit trop tard. » Il lui toucha le visage. Sa peau était douce, chaude. « C'est vraiment ce que vous voulez ?» demanda-t-il doucement. « Vous voulez que la mémoire de votre mari reste souillée? Que ces gens continuent de faire du chantage et de menacer ?» Cordelia ferma les yeux. « Non, avoua-t-elle, non, je ne veux pas. » « Alors, nous irons jusqu'au bout. » Jonathan se pencha, pressa son front contre le sien. Ensemble. Ensemble. Ils restèrent ainsi dans l'obscurité d'une chambre étrangère, entourés par le danger. Et à cet instant, Jonathan comprit. Il était tombé amoureux. Éperdument, follement amoureux de cette femme au passé tragique et à la volonté de faire. Amoureux de celle qu'il ne pourrait jamais appeler sienne. Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Seule une chose comptait, la protéger, à n'importe quel prix, même au prix de sa propre vie. Et ils sortirent de l'hôtel particulier d'Aldridge sous le couvert de l'agitation. Les invités partaient, les calèches arrivaient, les unes après les autres. Les valets s'affairèrent avec les capes et les châles. Personne ne remarqua comment Cordelia et Jonathan, feignant la désinvolture, descendirent de l'escalier et se perdirent parmi les couples qui se disaient au revoir. Dans la calèche, sur le chemin du retour, ils gardèrent dans le silence. Jonathan regardait par la fenêtre le Londres nocturne, les becs de gaz, les rares cirpassants, les boutiques fermées. Cordelia était assise en face, les mains jointes sur ses genoux. La lumière de la lune, filtrant par la fenêtre de la calèche, rendait son visage d'une pâleur spectrale. « Je vous raccompagne chez vous », rompit-il le silence lorsque la calèche s'arrêta devant son hôtel particulier. « Et demain matin, je me rendrai chez Lord Granville. » Cordelia leva les yeux vers lui. Granville. Le libéral qui essaie de faire passer la réforme du droit de vote? Lui-même. Jonathan hocha la tête. L'un des rares à la Chambre des Lords en qui on peut avoir confiance. Si quelqu'un soutient une enquête contre Aldridge, c'est bien lui. Aldridge le déteste, remarqua Cordelia. Il le traite de traître à sa classe. Je sais. C'est précisément pour cela que Granville nous aidera. Cordelia hésita, puis hocha lentement la tête. Soyez prudent. Aldridge n'est pas du genre à pardonner à ses ennemis. Je sais. Jonathan voulut ajouter quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment lui dire que la peur pour sa sécurité ne lui donnait aucun répit?
que l'idée qu'Aldridge puisse lui faire du mal était insupportable. Elle le regardait, et il y avait tant de non-dits dans son regard que son cœur se serra. « Bonne nuit, Jonathan, dit-elle doucement. Bonne nuit, Cordelia. » Il l'aida à descendre de la calèche, la raccompagna jusqu'à la porte. Le majordome attendait déjà, un candélabre à la main. Cordelia se retourna sur le seuil, et leurs regards se croisèrent une dernière fois. Puis la porte se referma, et Jonathan se retrouva seul dans la nuit froide. Le matin commença par de la pluie, froide, fine, pénétrante. Jonathan se réveilla tôt, se lava à l'eau glacée de la cruche, enfila sa redingote bleu foncé et son gilet gris habituel. Il déjeuna à la hâte, thé et pain au beurre, et traversa la ville jusqu'au domaine de Lord Granville, à Belgravia. Granville le reçut dans son bureau, une pièce spacieuse, encombrée de livres et de papiers. Le lord lui-même était un homme d'une 60aine d'années, aux yeux marrons intelligents et à la tignasse de cheveux gris en désordre. Il portait une robe de chambre par-dessus sa chemise et son gilet, et ressemblait plus à un professeur distrait qu'à l'un des pairs les plus influents d'Angleterre. « Monsieur Blair !» Il se leva de son bureau, lui tendit la main. Quelle joie inattendue. « Asseyez-vous. Asseyez-vous. Un thé ? Ou quelque chose de plus fort par ce temps. Un thé serait le bienvenu, milord. » Jonathan s'assit dans le fauteuil proposé, posant son dossier sur ses genoux. Granville sonna une cloche, commanda du thé, puis s'assit en face, croisant les jambes. « Alors, qu'est-ce qui vous amène avec un air si sérieux ? J'espère que ce n'est pas une nouvelle tentative pour me convaincre de soutenir une version de compromis du projet de loi. Je vous l'ai déjà dit, aucun compromis avec ceux qui considèrent les gens comme du matériel jetable. Non, milord, ce n'est pas à ce sujet. » Jonathan sortit du dossier une copie de la lettre qu'ils avaient trouvée chez Aldridge. « Je suis venu parce que j'ai découvert des preuves de chantage et de manipulation politique. » Granville fronça les sourcils, prit la lettre, la parcourut des yeux. Son visage se durcit progressivement. « Mon Dieu !» marmonna-t-il. « Ce sont des accusations très graves, Blair. Comprenez-vous ce que signifient les porter contre un homme de la position d'Aldridge ? Je comprends, c'est pourquoi je suis venu vous voir. D'où tenez-vous cela ? » Jonathan hésita. Raconter l'intrusion nocturne dans le bureau était risqué, mais il n'avait pas le choix. « Je les ai découvertes dans l'hôtel particulier du vicomte Aldridge, hier soir. » Granville haussa les sourcils. « Découverte, comme ça. En vous promenant dans sa maison ? » Pas exactement, avoua Jonathan. J'avais des raisons de le soupçonner d'être impliqué dans le changement de vote de Lord Clermont. J'ai vérifié cette piste, en pénétrant illégalement dans une maison privée. Granville soupira. Blair, comprenez-vous que ces preuves pourraient être jugées irrecevables ? Qu'Aldridge pourrait vous accuser de vol. Je sais, mais j'ai un témoin. Lady Clermont était avec moi. La veuve ? Granville se renversa dans son fauteuil. Cela change la donne. Si elle est prête à confirmer, elle est prête. On apporta le thé. Granville resta silencieux, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre, tandis que le valet servait la boisson dans les tasses et se retirait sans bruit. « Racontez-moi tout depuis le début, » demanda enfin le lord. « N'omettez aucun détail. » Jonathan raconta sa première visite à Cordelia, la lettre de menace, le passé qu'elle cachait. Comment Lord Clermont avait changé son vote pour la protéger. Les lettres trouvées chez Aldridge, prouvant que le chantage était systématique. Granville écouta sans l'interrompre. Quand Jonathan eut fini, il resta longtemps silencieux, puis se leva, s'approcha de la fenêtre. « Alors, Aldridge a tout organisé, » marmonna-t-il. « Il a rassemblé des informations compromettantes sur ceux qui pouvaient voter pour le projet de loi et les a forcés à changer de position. Génial et répugnant. Nous devons l'arrêter, » dit Jonathan. « Il ne peut pas s'en tirer impunément. » Arrêter Aldridge, Granville se retourna, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Mon garçon,
Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Aldridge est l'un des piliers forts du Parti conservateur. Il a des relations à la cour, au Parlement, dans l'armée. La moitié des gens influents d'Angleterre lui sont redevables ou le craignent. Mais nous avons des preuves obtenues illégalement. Granville retourna à son bureau, s'assit. Blair, je vous comprends. Je partage votre indignation. Mais si nous nous attaquons à Aldridge maintenant, avec ces preuves, il nous écrasera. On vous accusera de vol, Lady Clairement, de diffamation. Son passé sera rendu public, sa réputation détruite. Et Aldridge en sortira vainqueur. Jonathan serra les poings. Alors nous ne pouvons rien faire, juste accepter. Non, mais il faut être plus malin. Granville se pencha en avant. Donnez-moi du temps, je mènerai ma propre enquête. Discrètement, par l'intermédiaire de personnes de confiance. Je trouverai d'autres victimes du chantage d'Aldridge, celles qui sont prêtes à parler. Je rassemblerai des preuves irréfutables. Et alors nous l'aurons. Mais cela prendra des semaines, peut-être des mois. Des mois? Jonathan se leva. Et que doit faire Lady Clairmont pendant tout ce temps? Vivre dans la peur qu'Aldridge révèle son secret? Aldridge ne révélera pas son secret tant qu'il la croira silencieuse. Vous avez dit qu'il se doute seulement que vous savez quelque chose. Un soupçon n'est pas une certitude. Granville regarda Jonathan sérieusement. L'important maintenant, c'est de ne pas lui faire comprendre que nous montons un dossier contre lui. Vous devez vous comporter comme d'habitude. Lady Clairmont aussi. Pas de rencontres suspectes, pas de questions. Mais, Blair, la voix de Granville se fit dure. Je comprends que vous vouliez protéger cette femme. Et c'est tout à votre honneur. Mais la meilleure façon de la protéger est de ne pas agir de manière imprudente. Patience et prudence. C'est la seule façon de gagner. Jonathan savait que le Lord avait raison, mais chaque cellule de son corps protestait contre cette attente. « Bien, dit-il enfin. Bien, milord. Mais promettez-moi que vous enquêterez vraiment, que vous n'abandonnerez pas cette affaire. Promis. » Granville lui tendit la main et ils se la serrèrent. « Vous avez bien fait de venir me voir, et soyez assuré qu'Aldridge répondra de ses actes. Simplement pas aujourd'hui. » Jonathan quitta l'hôtel particulier de Granville, le cœur lourd. La pluie s'était intensifiée, se transformant en une véritable averse. Il releva le col de son manteau, abaissa son chapeau et se mit à marcher dans les rues mouillées, sans prêter attention aux flaques. Patience, prudence. Facile à dire quand on n'est pas dans la ligne de mire. Il arriva à son appartement trempé jusqu'aux os. Il alluma un feu dans la cheminée, se changea. Il s'assit à son bureau, essayant de travailler sur un discours pour un prochain débat au Parlement. Mais les mots ne venaient pas. Ses pensées revenaient sans cesse à Cordelia. Comment allait-elle? Que ressentait-elle? Avait-elle peur? Il ne pouvait pas rester assis là. Il devait la voir, s'assurer que tout allait bien. Vers 4 heures de l'après-midi, il était déjà devant la porte de son hôtel particulier. Le majordome le laissa entrer avec la même impassibilité. « Madame la marquise est dans la serre, monsieur. Veuillez me suivre. » La serre. Pas le jardin d'hiver où il s'était vu la dernière fois. Jonathan suivit le majordome à travers la maison, dans l'aile opposée. Là, dans une petite pièce vitrée donnant sur le jardin, au milieu des pots de plantes et de l'odeur de terre humide, était assise Cordelia. Elle portait une robe simple, d'un violet foncé, presque prune, sans fioriture particulière. Ses cheveux étaient tressés en une seule natte, jetée sur son épaule. Elle portait des gants de jardinage et avait devant elle un pot avec des bulbes. Elle plantait des fleurs, elle-même, sans domestique. Jonathan s'arrêta sur le seuil, frappé par cette image. La marquise, veuve d'un des lords les plus influents d'Angleterre, assise sur un simple banc en bois et s'occupant de la terre comme une simple jardinière. Elle leva la tête à son arrivée et sourit. Un sourire las, mais sincère. « Jonathan, je ne vous attendais pas si tôt. Il s'approcha.
Je voulais vous raconter ma rencontre avec Granville. Asseyez-vous. Elle désigna le banc à côté d'elle. Excusez le désordre. Je plante toujours les narcisses en novembre. Ils fleuriront au printemps. Jonathan s'assit, observant ses doigts fins déposer délicatement un bulbe dans la terre. Le recouvrir, tasser. Vous vous en occupez vous-même, ne put-il s'empêcher de demander. Oui, Cordélia ne quittait pas son travail des yeux. Ça m'apaise. Ça me rappelle que la vie continue. Qu'après l'hiver vient toujours le printemps, même si c'est difficile à croire. Il regardait son profil, fin, délicat, et sentait quelque chose lui serrer la poitrine. Granville a accepté d'aider, dit-il. Mais il a prévenu que cela prendrait du temps. Il veut mener une enquête approfondie, trouver d'autres victimes d'Aldridge, rendre l'affaire irréfutable. Cordélia hocha la tête, continuant son travail. C'est raisonnable. Aldridge est trop puissant pour être attaqué de front. Mais cela signifie que vous devrez attendre. Peut-être des mois. Vivre avec cette menace au-dessus de votre tête. Je vis avec depuis 8 mois. Elle haussa les épaules. Un peu plus longtemps, ce n'est pas grave. Jonathan posa sa main sur la sienne, l'arrêtant. Cordélia, regardez-moi. Elle leva les yeux. On y lisait de la lassitude, mais aussi autre chose. Quelque chose de chaleureux, de vulnérable. Je ne vous laisserai pas seul là-dedans, dit-il doucement. Quoi qu'il arrive, je vous le promets. Pourquoi ? Murmura-t-elle. Pourquoi faites-vous tout cela ? Risquez votre vie pour moi ? Je ne suis rien pour vous. Nous nous connaissons à peine. Jonathan eut un petit rire. À peine, répéta-t-il. Et pourtant, en quelques jours, j'ai appris sur vous plus que sur des gens que je fréquente depuis des années. J'ai appris que vous êtes plus forte que vous n'en avez l'air, que derrière ce masque froid se cache une femme au cœur ardent, que vous êtes prête à vous battre, même quand les chances sont contre vous. Jonathan, je ne vous demande rien, l'interrompit-il. Je n'exige rien. Je veux juste que vous sachiez. Vous n'êtes pas seul, et vous ne le serez jamais, tant que je serai en vie. Cordélia le regardait, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Elle retira ses gants, les posa sur le banc. Sa main, petite et chaude, se posa sur la sienne. Personne ne m'a jamais dit de telles choses, avoua-t-elle. Mon mari était bon, mais entre nous, il n'y avait pas ça. Elle se tut, puis ajouta très bas. J'ai peur, Jonathan, peur de ce que je ressens quand vous êtes là, quand vous êtes là. Son cœur se mit à battre plus vite. Pourquoi avez-vous peur ? Parce que c'est impossible. Une larme coula sur sa joue. Nous venons de mondes différents. Je suis une veuve à la réputation ternie et au passé secret. Vous êtes une étoile montante, un homme d'avenir. Si quelqu'un apprend pour nous, qu'il l'apprenne, dit-il avec fureur. Je m'en fiche, mais votre carrière ne s'en fichera pas. Une liaison avec moi vous ruinera, alors qu'elle me ruine. Jonathan se leva, l'entraînant avec lui. Cordélia, je ne veux pas d'une carrière sans vous. Je ne veux pas d'un avenir où vous n'êtes pas. Elle le regardait avec des yeux écarquillés, et il y vit de la peur, de l'espoir et du désespoir. Vous ne savez pas ce que vous dites ? Si. Il l'attira plus près, et elle ne résista pas. Je suis tombé amoureux de vous, Cordélia. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être quand j'ai vu la douleur dans vos yeux. Peut-être quand vous m'avez confié votre secret. Peut-être quand nous étions dans l'obscurité d'une maison étrangère, risquant tout. Mais c'est arrivé. Et je ne peux pas faire semblant. Jonathan, sa voix tremblait. C'est de la folie. Je sais. Cela nous détruira tous les deux. C'est possible. Alors pourquoi ? Il ne la laissa pas finir. Il se pencha et l'embrassa, doucement, tendrement, comme on embrasse quelque chose de précieux, de fragile, qu'on a peur de briser. Elle se figea un instant, puis ses bras s'enroulèrent autour de son cou,
Et elle répondit à son baiser avec le désespoir d'un naufragé s'agrippant à un dernier espoir. Le temps s'arrêta. Le monde se réduisit à cette petite serre, à la pluie tambourinant sur la vitre, à la chaleur de son corps, au goût de ses lèvres, salée par les larmes et douce d'un bonheur interdit. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « C'est une erreur » murmura Cordelia, pressant son front contre sa poitrine. « La plus belle erreur de ma vie » répondit-il en embrassant ses cheveux. Ils restèrent ainsi, enlacés, au milieu des pots de terre et des futurs narcisses, au son de la pluie. Deux personnes, deux mondes différents, liés par un sentiment qui n'aurait pas dû exister, mais qui existait. Contre vent et marée. Contre le bon sens, les règles de la société, la logique. Il existait, et il était plus fort que d'eux. « Qu'allons-nous faire » demanda Cordelia sans lever la tête. « Je ne sais pas » avoua honnêtement Jonathan. « Mais nous trouverons une solution, ensemble. »« Ensemble » répéta-t-elle en écho. Dehors, la tempête faisait rage. Mais ici, dans ce refuge de verre, il faisait chaud. Et pour la première fois depuis de longs mois, Cordelia sentait qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés, qui ne fuirait pas en apprenant la vérité, qui l'aimerait non pas pour son titre ou sa position, mais pour elle-même. Et si c'était une erreur, elle était prête à la commettre, encore et encore, parce que la vie sans ce sentiment lui semblait désormais vide, dénuée de sens, et elle était si fatiguée du vide. Décembre arriva à Londres avec le froid et les brouillards. La ville s'enveloppa d'un voile gris, à travers lequel perçait à peine une faible lumière hivernale. Les rues se couvraient de givre le matin, le souffle se transformait en vapeur, et la Tamise coulait, lourde et plombée, reflétant un ciel bas. Le soir, des bougies et des feux de cheminée s'allumaient aux fenêtres, transformant les maisons en îlots de chaleur au milieu de l'obscurité froide. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour dans la serre. 3 semaines pendant lesquelles Jonathan et Cordelia avaient oscillé sur la dangereuse frontière entre la prudence et l'imprudence. Ils se voyaient discrètement, rarement, sous des prétextes plausibles. Ils venaient soi-disant pour discuter de l'enquête. Elle le recevait dans la bibliothèque ou le petit salon, toujours avec une porte entr'ouverte pour que les domestiques ne chuchotent pas. Mais quand la porte se fermait, un instant, un bref moment de temps volé, ils s'autorisaient à être eux-mêmes. Sa main dans la sienne, ses lèvres sur ses tempes, des mots murmurés qui n'avaient pas besoin de témoins. Jonathan découvrit en lui la capacité de mener une double vie. Le jour, il était le même, un politicien sérieux, prenant la parole au Parlement, travaillant sur des projets de loi, rencontrant ses alliés. Le soir, il se transformait en un autre homme, celui qui se dépêchait à travers la ville pour passer 1 heure en compagnie de la femme qui était devenue son oxygène. Granville travaillait. Lentement, méthodiquement, il rassemblait les preuves. Ces hommes trouvaient d'autres victimes du chantage d'Aldridge, de petits lords, des membres du Parlement effrayés, qui se taisaient depuis des années, par peur. Certains acceptèrent de parler, d'autres refusaient. Mais chaque jour, le tableau devenait plus clair. Aldridge utilisait systématiquement des informations compromettantes pour manipuler les votes. « Encore 2 semaines, » dit Granville lors d'une autre réunion dans son bureau, « et nous en aurons assez pour exiger une enquête officielle. La Chambre des Lords ne pourra pas ignorer un tel nombre de témoignages. » Jonathan hocha la tête, mais une inquiétude grandissait en lui. Aldridge n'était pas sot stupide. Il devait sentir que quelque chose se passait, que l'étau se resserrait autour de lui. Et en effet, cela se produisit un froid jeudi soir. Jonathan était assis dans son appartement, travaillant sur un autre discours, quand on frappa violemment à la porte. Il ouvrit, et sur le seuil apparut un jeune domestique de Cordelia, tout ébouriffé, qu'il avait déjà vu à l'hôtel particulier. « Monsieur, haletait-il, Madame la marquise, elle a demandé que vous veniez immédiatement. Il s'est passé quelque chose. Elle n'a pas dit quoi, mais elle a dit de se dépêcher. » Jonathan ne perdit pas de temps en question.
Il attrapa son manteau, son chapeau et se précipita dans la rue. Il est là un cab, un luxe qu'il s'accordait rarement, et ordonna au cocher de foncer. L'hôtel particulier de Cordelia l'accueillit dans un silence inhabituel. Le majordome, habituellement imperturbable, semblait inquiet. « Madame la marquise est dans le salon, monsieur, » dit-il doucement, « avec un visiteur. » Jonathan fronça les sourcils, mais se dirigea là où on lui indiquait. Dans le salon, un feu brûlait dans la cheminée, projetant des ombres tremblantes sur les murs. Cordelia se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Elle portait une robe d'intérieur d'une teinte brun-roux, rappelant les feuilles d'automne, à la coupe simple et aux manches longues. Ses cheveux étaient dénoués. Il les voyait ainsi pour la première fois, une cascade sombre jusqu'au milieu de son dos, et dans un fauteuil près de la cheminée, une jambe nonchalamment croisée sur l'autre, était assis le vicomte Aldridge. Jonathan se figea sur le seuil. Aldridge tourna la tête, un sourire froid aux lèvres. « Ah, monsieur Blair, quelle ponctualité! Je disais justement à Lady Clermont que vous vous joindriez probablement à nous. Que faites-vous ici ?» Jonathan entra dans la pièce, se plaçant instinctivement entre Aldridge et Cordelia. « Je rends visite à une vieille amie, » haussa les épaules Aldridge. « Est-ce un crime? À 9 heures du soir, sans invitation. Ah, les formalités. » Aldridge fit un geste de la main. « Entre amis, elles sont superflues, n'est-ce pas? Et le défunt Lord Clermont et moi étions amis. » Depuis de nombreuses années. Cordelia se retourna. Son visage était pâle, mais calme. « Le vicomte Aldridge est venu me prévenir, » dit-elle d'une voix égale, « de certaines rumeurs désagréables. »« Des rumeurs ?» répéta Jonathan. Aldridge se leva, s'approcha de la cheminée, se chauffa les mains au feu. « Voyez-vous, monsieur Blair, dans notre société, l'information est une monnaie. Et il m'est parvenu que quelqu'un répand des accusations très graves à mon sujet. » Il regarda Jonathan par-dessus son épaule. Des accusations de chantage, de manipulation, d'intrigue politique. Très inventif, je dois l'admettre. « Pas des accusations, » répliqua Jonathan sèchement. « Des faits? Des faits ?» Aldridge sourit. « Obtenus par une intrusion illégale dans une résidence privée. Vous pensiez vraiment que je ne l'apprendrais pas? Que les domestiques ne me rapporteraient pas la présence de 2 invités errants dans l'hôtel particulier pendant une réception? » Le cœur de Jonathan se serra. Aldridge savait donc. Il avait su depuis le début. « Et qu'allez-vous faire ?» demanda-t-il. « Cela dépend de vous. » Aldridge se retourna, les toisant tous deux d'un regard évaluateur. « Voyez-vous, je suis un homme pratique. Je n'aime pas les scandales. Ils sont imprévisibles, destructeurs pour toutes les parties. Je propose donc un marché. »« Nous ne négocions pas avec les maîtres chanteurs, » trancha Cordelia. « Oh, ma chère lady !» Aldridge secoua la tête. « Mais vous avez déjà négocié. Votre défunt mari a négocié. Et il a accepté mes conditions, n'est-ce pas ?» Cordelia pâlit encore plus, mais ne répondit pas. « Voici ce que je propose, » poursuivit Aldridge en s'adressant à Jonathan. « Vous cessez votre enquête. Vous convainquez Lord Granville d'abandonner cette idée. Vous oubliez les lettres que vous avez trouvées. Et en retour, j'oublie le passé de Lady Clermont. Son secret reste un secret. Chacun y trouve son compte. Et si nous refusons ?» Aldridge soupira comme s'il était peiné. « Alors demain matin, un article paraîtra dans les 3 principaux journaux de Londres, sur la façon dont une certaine marquise a usurpé le nom d'une autre, sur la façon dont son père, un Failly, s'est suicidé pour échapper à ses créanciers, sur la façon dont elle a trompé un lord respecté pour l'épouser. » Il fit une pause. « La société ne pardonne pas ce genre de choses, Lady Clermont. Vous le savez mieux que quiconque. » Un silence lourd, étouffant, s'installa. Jonathan regardait Cordelia et voyait comment elle luttait contre elle-même. Il voyait la peur dans ses yeux,
la peur de la honte publique, de la destruction de tout ce qu'elle avait si durement construit. Il s'avança, se retrouvant face à face avec Aldridge. « Et si je vous disais que nous avons des copies de toutes les lettres ?» dit-il doucement. « Que même si vous publiez un article sur Lady Clermont, nous publierons les preuves de votre chantage. À votre avis, qui la société condamnera-t-elle le plus durement? Une femme qui fuyait la misère ou un lord qui manipulait les votes au Parlement ?» Aldridge plissa les yeux. « Vous bluffez. Essayez pour voir. » Ils se regardèrent, le jeune idéaliste et l'aristocrate cynique, et l'air entre eux vibrait d'une haine mutuelle. Aldridge fut le premier à détourner le regard. « Vous êtes un imbécile, Blair, » dit-il calmement. Un noble et naïf imbécile. « Vous pensez que la vérité triomphera, que la justice prévaudra. » Il eut un petit rire. « Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde appartient à ceux qui sont prêts à jouer selon ses règles. Et vous êtes trop honnête pour ce monde. »« Peut-être, » répondit Jonathan, « mais je n'abandonnerai pas. Et même si vous détruisez la réputation de Lady Clermont, je continuerai. Je trouverai chacune de vos victimes. Je rassemblerai chaque preuve. Et je ferai en sorte que vous répondiez de vos actes. » Aldridge le regarda longuement, puis hocha la tête, comme s'il prenait une décision. « Eh bien, alors ce sera la guerre. » Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. « Sachez simplement, monsieur Blair, qu'à la guerre il y a des victimes. Et la première victime sera elle. » Il désigna Cordelia. Sa réputation, sa position, peut-être même sa vie. Êtes-vous prêt à cela? Je suis prête, répondit Cordelia à la place de Jonathan, et sa voix était dure comme de l'acier. Parce que vivre dans la peur n'est pas une vie, vicomte. C'est une mort lente. Et je suis fatigué de mourir. Aldridge se figea, puis hocha lentement la tête. Comme vous voudrez, milady. Il mit son haut de forme, prit sa canne. On se verra au tribunal, ou dans les journaux. La porte se referma derrière lui avec un léger déclic. Jonathan se précipita vers Cordelia. Elle se tenait immobile et seules ses mains serrées en poing trahissaient sa tension. « Cordelia, il le fera, » murmura-t-elle. « Il publiera tout, dès demain. Alors nous le devancerons. » Jonathan la fit se tourner vers lui. « Nous irons voir Granville ce soir même. Nous lui raconterons tout. Il contactera les rédacteurs en chef des journaux, les gens influents. Nous leur donnerons notre version en premier. Quelle différence cela fait-il? Qui est-ce le premier? » Cordelia ferma les yeux. « La vérité est la même. Je suis une menteuse, une usurpatrice. » « Non !» Jonathan la secoua par les épaules. « Vous êtes une survivante, une femme qui a refusé de se rendre. Et si la société vous condamne pour cela, alors cette société ne mérite pas votre respect. » Elle ouvrit les yeux et des larmes y brillaient. « C'est facile à dire quand on n'a rien à perdre. »« J'ai à perdre, » objecta-t-il. « Ma carrière se terminera à la seconde où notre liaison sera révélée. Et elle le sera. Aldridge s'en chargera. Il me présentera comme votre amant, votre complice. Il dira que nous avons comploté ensemble pour le salir. Alors pourquoi ?» Des larmes coulèrent sur ses joues. Pourquoi tout risquer? Jonathan la prit dans ses bras, la serra fort, comme s'il pouvait la protéger du monde entier. « Parce que je vous aime, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je vous aime plus que ma carrière, plus que ma réputation, plus que ma propre sécurité. Et si pour être avec vous, je dois tout perdre, alors qu'il en soit ainsi. » Cordelia pleurait, la tête enfouie dans sa poitrine, et il sentait sa chemise s'humidifier de ses larmes. Il lui caressait les cheveux, l'embrassait sur le sommet du crâne, murmurait des mots apaisants et insensés. « Nous nous en sortirons, » promit-il, « ensemble. Nous nous en sommes toujours sortis ensemble. » Elle leva la tête, le regarda à travers ses larmes. « Vous êtes fou. Je sais. Cela vous détruira. » « C'est possible. Alors pourquoi souriez-vous » Jonathan souriait en effet.
Il ne pouvait s'empêcher de sourire en la regardant, échevelée, en larmes, magnifique. Parce que je ne me suis jamais senti aussi vivant que maintenant, à vos côtés. Elle se pencha vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent, non pas tendrement, non pas prudemment, mais avec fureur, avec désespoir, comme s'il pouvait brûler dans ce baiser toute la peur, toute la douleur, toute l'incertitude. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Cordelia. « D'abord chez Granville, tout de suite. Ensuite, nous nous préparerons à la tempête. » Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. « Donnez-moi une minute, je vais me changer et rassembler les documents. » Elle disparut derrière une porte, et Jonathan resta seul dans le salon. Il s'approcha de la fenêtre, regarda dehors. La nuit était sombre, sans étoiles. Le brouillard s'étendait sur les pavés, transformant les lanternes en taches de lumière floue. Quelque part là-bas, dans cette ville, Aldridge se préparait à frapper. Et ici, il se préparait à l'affronter. Jonathan ne savait pas comment cela se terminerait. Il ne savait pas si sa carrière survivrait, si Cordelia survivrait à la honte. Mais il savait une chose. Quoi qu'il arrive, ils traverseraient cette épreuve ensemble. Et cela suffisait. Lord Granville écouta leur récit en silence. Puis il se leva, arpenta son bureau, s'arrêta à la fenêtre. « Aldridge a donc abattu ses cartes, marmonna-t-il. Plus tôt que je ne l'attendais. »« Que pouvons-nous faire ?» demanda Jonathan. Granville se tourna vers eux. Le devancer. J'ai des contacts au Unicode 110 et au Encote 111. Je contacterai les rédacteurs en chef ce soir même. Je leur donnerai une histoire exclusive sur la façon dont le vicomte Aldridge a systématiquement fait chanter des membres du Parlement. Sur les lettres, les victimes, les manipulations politiques. Il regarda Cordelia. Mais pour cela, vous devrez raconter votre histoire, publiquement. Tout, du début à la fin. Cordelia pâlit, mais hocha la tête. Je suis prête. En êtes-vous sûr ? Granville était sérieux. Ce n'est pas une simple confession. Ce sera à la une des journaux. Votre nom, votre passé, tout deviendra public. Je sais. Cordelia redressa les épaules. Mais si mon histoire peut aider à arrêter Aldridge, si elle peut donner la force à ses autres victimes de parler, alors qu'il en soit ainsi, je suis fatigué de me cacher. Granville hocha la tête avec respect. Alors, nous commençons, tout de suite. Toute la nuit, ils travaillèrent, écrivant l'article, rassemblant les témoignages, dressant une liste de noms. Granville envoyait des lettres urgentes, appelait des coursiers. Au matin, le plan était prêt. Et lorsque l'aube commença à teinter le ciel de nuances de gris et de rose, Jonathan et Cordelia sortirent de l'hôtel particulier de Granville. Ils étaient épuisés, pâles, mais une lueur de détermination brillait dans leurs yeux. « Aujourd'hui, tout va changer », dit Cordelia en regardant la ville s'éveiller. « Oui », acquiesça Jonathan. « Et quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble, » termina-t-elle. « Je sais. » Leurs mains s'entrelacèrent, ici, dans une rue matinale déserte, où personne ne pouvait les voir. Un bref moment d'intimité avant la tempête. Puis ils se séparèrent, elle dans sa calèche, lui à pied à travers Londres qui s'éveillait, chacun vers son destin, vers sa bataille. Mais maintenant, ils savaient, ils n'étaient pas seuls. Et cela les rendait plus forts que n'importe quel ennemi. Le printemps arriva à Londres de manière inattendue. Un matin, Cordelia se réveilla au chant des oiseaux et comprit que l'hiver était terminé. Elle s'approcha de la fenêtre de sa nouvelle maison, modeste comparée à l'hôtel particulier de la marquise, mais confortable. Et vit les narcisses fleurir dans le petit jardin. Beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts depuis ce matin de décembre, où les journaux avaient explosé de sensations. Scandale à la Chambre des Lords, chantage et corruption, le vicomte Aldridge accusé de manipulation politique. L'histoire de Cordelia y figurait aussi, à la une. Son vrai nom, son passé, son combat pour la survie.
Certains la condamnèrent. Beaucoup furent surpris. Mais il y eut aussi ceux qui la soutinrent, un nombre étonnamment élevé de personnes qui lui écrivirent des lettres, exprimèrent leur sympathie, la qualifièrent de courageuse. Aldridge se battit. Il engagea les meilleurs avocats, utilisa toutes ses relations. Mais les preuves étaient trop nombreuses. Les victimes qui avaient décidé de parler, trop nombreuses. Granville avait eu raison. La vérité, étayée par des faits, est plus forte que n'importe quelle influence. Le vicomte Aldridge ne fut pas emprisonné. Il était trop haut placé pour la prison. Mais il fut contraint de se retirer de la politique. Sa réputation était détruite, son influence perdue. Et ses alliés, y compris Fantôme et Cavendish, s'empressèrent de prendre leur distance avec le lord déchu. Cordelia perdit son titre de marquise. Il s'avéra qu'après avoir publiquement avoué avoir usurpé un nom, elle ne pouvait plus le porter. Elle devint simplement Mrs. Ashley, son vrai nom, qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années. Elle perdit une grande partie de sa fortune. Il fallut céder beaucoup pour régler les questions juridiques. L'hôtel particulier fut vendu, les domestiques renvoyés. Mais elle n'avait pas perdu l'essentiel. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Cordelia se retourna, et son cœur tressaillit de joie, comme chaque fois qu'elle le voyait. Jonathan se tenait sur le seuil avec un bouquet de violettes printanières et un sourire qui donnait envie de sourire en retour. « Bonjour, Madame Ashley » dit-il en entrant. « Ou est-il encore trop tôt pour vous appeler Anya ?» Cordelia se mit à rire. « Le mariage est dans 3 semaines, Monsieur Blair. Soyez patient. » Il s'approcha, l'embrassa, légèrement, tendrement, comme on embrasse chaque matin la personne qu'on aime. « J'ai hâte, avoua-t-il, que tu sois mienne, officiellement, devant la loi et devant Dieu. Je suis déjà tienne, objecta-t-elle. La loi et Dieu ne sont que des formalités. Ils passèrent dans la cuisine, petite, ensoleillée, où Cordelia préparait elle-même le petit déjeuner. Elle s'habituait à sa nouvelle vie, une vie sans domestique, sans titre, sans le faux éclat de la haute société. Et, étrangement, cette vie lui plaisait davantage. Grandeville a envoyé une lettre, dit Jonathan en sortant une enveloppe. Le projet de loi est de nouveau soumis au vote. Dans 1 mois. Cordelia se figea, tenant la théière. De nouveau? Oui, maintenant que le scandale s'est calmé et que l'influence d'Aldridge a disparu, nous avons une chance. Une vraie chance de faire passer les réformes. Elle posa la théière, s'approcha de lui, l'enlaça par derrière. Alors, nous avons gagné? Jonathan couvrit ses mains des siennes. Nous avons gagné. Pas comme nous l'avions prévu. Non sans perte. Mais nous avons gagné. Ils restèrent en silencieux, savourant le calme, la chaleur, leur proximité. « Tu ne regrettes rien ?» demanda Cordelia doucement. « Ta carrière perdue, ta réputation ?» Jonathan se retourna, la regarda dans les yeux. « Pas une seconde, » répondit-il. « Ma carrière continuera. Peut-être pas aussi rapidement qu'elle l'aurait pu. Peut-être que je ne deviendrai jamais ministre ou lord. Mais je fais ce en quoi je crois. Et à mes côtés, il y a la femme que j'aime. Que faut-il de plus pour être heureux ?» Cordelia sourit à travers ses larmes. « Rien, » murmura-t-elle. « Il ne faut rien de plus. » Il se tenait dans la cuisine d'une petite maison, baignée par le soleil du matin. Dehors, les narcisses fleurissaient. La promesse d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. L'hiver était passé, le printemps était arrivé, et devant eux s'étendait toute une vie, pleine d'incertitudes, de difficultés, de luttes, mais aussi pleine d'amour, de vérité, d'espoir. Une vie qu'ils avaient choisie eux-mêmes, ensemble, et c'était de la meilleure de toutes les fins possibles.